Donc nous allons poursuivre nos échanges sur ces formidables micro-organismes avec lesquels nous vivons en symbiose sans toujours nous en rendre compte. Vous l'avez compris, ils jouent un rôle essentiel dans notre santé, dans notre alimentation, mais aussi pour la préservation de la biodiversité des sols. Nous allons en parler cet après-midi. Ils jouent un rôle important aussi pour traiter nos déchets qui débordent. Vous pourrez, comme ce matin, intervenir largement pour échanger avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, préparer vos remarques. Et pour débuter cet après-midi, nous allons le faire avec Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, biologiste marin et terrestre. C'est assez rare pour être signalé. En général, on est biologiste marin ou terrestre, mais non, Gilles, lui, est biologiste des deux écosystèmes. Alors Gilles, vous allez nous parler des relations entre les microbes et l'environnement. Voilà, avec plaisir. Et merci de m'avoir invité. Vous aimez la gageure, les microbes de l'environnement en 25 minutes pour quelqu'un en plus qui n'est pas un microbiologiste au départ. J'ai découvert la microbiologie plus tard. Moi au départ je suis totalement vertébriste. J'ai passé ma vie 20 ans sur les migrations des saumons, comprendre comment ces bestioles sont capables d'aller partir de l'Allier, du Haut-Allier pour aller au Canada et revenir. Après, j'ai fait des métamorphoses de poissons plats et j'avais rencontré pas mal d'amis médecins à l'époque, puisqu'à Brest, on avait une équipe sur la mucoviscidose aussi. Et les micro-organismes, je les découvre à Roscoff, où il y avait une équipe effectivement de microbiologistes avec Simone Chanroux, Daniel Prieur, qui avaient commencé de très jolis travaux là-dessus. Alors, vous parlez des microbes dans la biodiversité, deux écosystèmes, la forêt tropicale humide, peut-être 30 000 espèces sur un carré de 1 km. Le récif corallien, 5 à 6 000 espèces par kilomètre carré. Il y a combien d'espèces vivantes en France? C'est le boulot des gens du muséum. Ce matin, je regardais, on a 103 323 espèces connues, déposées, photographiées, dessinées, séquencées, déposées dans les collections à Paris, dans la métropole. Et là, on voit que la forêt tropicale humide abrite aujourd'hui à peu près, dès qu'on fait des expéditions, plus de la moitié du connu, du vivant à l'heure actuelle. L'océan, moins 300 000 espèces connues, et le monde terrestre, 2 millions d'espèces connues. Connu. Il y en a 10 fois plus au moins, bien sûr, en réalité. Alors, qu'est-ce que fait l'humain? Il fait des villes, il artificialise, comme on dit, des autoroutes, des aéroports. Alors, quand vous faites ça, effectivement, Shanghai, c'est le tiers des Français dans la même ville. Bon, le vivant, vous le détruisez, puis il revient. Il y a quand même des aspects qui sont assez sympas. Si je prends Paris, les plantes françaises, on a fait le tour. 7000 espèces de plantes supérieures en France. Il y en a 1000 dans Paris. Donc, ce n'est pas un désert. Ce n'est pas la forêt tropicale humide, mais ce n'est pas un désert non plus, avec tous les micro-organismes associés que vous imaginez. On vit deux événements. Le climat qui change trop vite. Température de surface de l'océan là-haut. En bas, la remontée du niveau de la mer. La montée du niveau de la mer, elle monte 6 fois plus vite qu'il y a une trentaine d'années. L'eau est en expansion, elle est plus chaude. Les glaciers continentaux ont fondu et on pompe des eaux fossiles dans des endroits où ils ne seraient jamais revenus à la mer. Deuxième problème, le vivant qui s'en va. J'ai pris un exemple de chez nous en Nouvelle-Aquitaine. L'esturgeon européen, la Cypacer sturio, il ne reste pas 200 individus au monde de cette espèce. Il était en Scandinavie, dans les îles britanniques, dans la plaine du Pô, il y en avait en Corse. Chez moi, à Banyuls, où je suis parti après, là, il y avait des carnets de pêche qui montraient des pêches d'esturgeon à Collioure dans les années 1950. Il a disparu complètement. Juste un chiffre, une femelle comme ça de 100 kilos, elle a 2 ovaires de 10 kilos. Eh bien, à 3 500 € le kilo de caviar, calculé, effectivement, on les a détruits. 70 000 € la femelle. Le sperme ne vaut pas grand-chose, mais les femelles valent beaucoup chez ces poissons. Et puis les micro-organismes, bien évidemment. On a dit qu'on était une planète bactéries, donc je vous ai mis une image de bactéries là-haut. Alors elles vont nous intéresser parce qu'elles sont vraiment à l'origine de la vie. Et puis en bas, un petit nouveau. Parce que la grande majorité s'effondre et disparaît, puis il y a des trucs qui apparaissent. Ça, c'est intéressant. Coronavirus 19 apparaît en Chine durant l'été 2019. Ils ont beaucoup menti, les Chinois, au début, ils avaient des problèmes. Le premier mort français, c'est un Chinois qui meurt à la Pitié-Salpêtrière à Paris le 8 décembre 2019. Et puis après, rappelez-vous ce vol Wuhan-Milano du 20 janvier 2020, à un moment où on disait, vous savez, ça ne fera pas grand-chose. Ils étaient tous malades et puis ça explose en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Alors je vais être très clair, les conneries qu'on a écrites sur ce coronavirus 19, l'humain ne l'a pas inventé, ne l'a pas créé. C'est un virus de chauve-souris. L'humain a créé les conditions du saut d'espèces. On est allé chercher dans ces grottes, on l'a ramené soit sur un marché, soit dans un laboratoire, peu importe. Et il est devenu infectieux pour l'humain. Il a réussi à contourner les barrières de défense de cellules humaines.
Et puis, il a tué en comorbidité évidente. Hein. La moyenne des gens qui sont morts du corona, c'est 76 ans. On est proche de la limite de vie des mâles français, aujourd'hui, 79. Et puis, des gens en comorbidité, on a beaucoup parlé hier et puis aussi ce matin sur les problèmes, effectivement, d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, d'Alzheimer, d'autisme, etc. J'y reviendrai. Alors, tout ça est parti sur une sorte de l'univers. N'oubliez pas que les lois physiques, elles sont valables depuis que l'univers existe. Hein. La biologie est bien particulière. Moi, je me suis beaucoup intéressé, 20 ans de ma vie, au rôle du sodium, du potassium et des chlorures dans cet océan ancestral. L'océan, je vous ai mis une composition, il est stable depuis au moins 100 millions d'années. Fait une belle homéostasie quand même. Hein. Et ça ne bouge pas vraiment, malgré les milliards de tonnes de sédiments que les rivières amènent tous les jours à l'océan. Une météorite qui tombe sur Toulouse en mai 1864, qu'un brave paysan ramasse, elle fait 11 kilos. Et là, ma question qui va beaucoup plus, à quoi ça sert de ramasser une météorite? À rien, mais c'est génial. Aucun animal n'aurait fait ça. Et vous verrez, il y aura plein d'exemples où l'humain a fait des trucs absolument sans aucun intérêt, sans profitabilité économique, mais qui sont la marque même de ce qu'est Homo sapiens dans le règne animal. Et on l'analyse, cette météorite, grâce aux isotopes du chrome, on la date, eh bien, elle a exactement l'âge du Soleil et de la Terre. Alors, quand vous la caressez, sur un truc, c'est moche comme tout, hein, mais le palpitant, il s'envole. Hein. Je caresse un truc qui, effectivement, a 4,6 milliards d'années. Un estuaire, l'océan, en bas, là, et puis en haut, l'amont, la rivière. Et c'est quoi la composition de l'eau intermédiaire? Eh bien, c'est votre sang en ce moment. Tiens, ce n'est pas une histoire d'écolo farfelu, ces histoires de la dépendance de l'humain à son milieu environnant, le microbiote qu'on a évoqué. Mais là, rien que là-dessus, le sang humain, 302 milliosmoles. L'océan partout, 1050 milliosmoles. Un seul océan, s'il vous plaît, il n'y en a pas 50. Il y a plein de mers différentes, mais one ocean, only one. À 400 mètres de fond, c'est la même flotte. 3 millimoles de potassium chez l'humain, 11 dans l'océan. Partout où on aille, c'est 11 millimoles de potassium. Et j'ai fait de l'eau de mer sans potassium, évidemment. Il n'y a pas de vie dans l'eau de mer sans potassium. Nous, dans notre sang, 142 millimoles de sodium, 450 dans l'océan. Et en chlorure, chez l'humain, il y a à peu près 560 dans l'océan. Et nous, 105 millimoles. Chaque humain, ici dans la salle, a un petit océan divisé par 3 en salinité. Et ça, il faut y songer en permanence. Nous venons du même milieu. Les plus anciens fossiles que l'on ait dans les collections en France, des cyanobactéries d'Australie, étaient à 3,45 milliards d'années. Et là, les mêmes que j'aurais pu ramasser tout à l'heure. Il y a une flaque d'eau quand vous allez sortir, hein, devant la salle ici. Vous allez la regarder avec tendresse, sans mettre du glyphosate dedans ou un parking par-dessus. Des cyanobactéries, elles sont là depuis effectivement 3,5 milliards d'années. Un peu de respect, un peu d'observation. Le premier défaut de l'humanité, c'est complètement son imprévoyance totale. Alors, si je continue mon histoire, les milieux, voilà, l'eau de mer au large, le plasma humain. Donc ça, c'est super intéressant à garder ça en tête. Nous sommes un fragment de l'histoire universelle de la planète Terre. Tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide, du coronavirus 19 à l'humain. Ne l'oubliez jamais, c'est extrêmement important. Alors voilà, ça c'est bon, on regarde les milieux aquatiques, les milieux terrestres. Nous, on aime beaucoup les milieux hydrothermaux aussi, parce qu'effectivement, ce sont des milieux qui sont, notre ami Forterre nous dit à Orsay, peut-être à l'origine de la vie. Donc, tous les rôles de ces micro-organismes dont on parle depuis quelques jours, hein, en matière de décomposeurs, de production primaire, dans ces milieux particuliers, c'est pas pareil. N'oubliez jamais que le fluide lui-même, eau et air, sont très différents. Hein. L'eau est 800 fois plus visqueuse que l'air, 60 fois plus visqueuse et 800 fois plus dense. Donc c'est sûr que la pénétration dans l'eau par rapport à l'air et l'accès à l'oxygène, on en a parlé beaucoup, hein, est beaucoup plus compliqué. Là, en ce moment, vous avez accès à l'oxygène, vous vous en rendez même pas compte. Hein. On va se rendre compte si on contracte une dette et qu'on va commencer à courir. 1 ou 2% de l'énergie totale. Sur un grand thon océanique qui nage à 100 km/h, c'est plus de la moitié de l'énergie qu'il fabrique et dont il dispose qui lui sert simplement à ces questions d'osmorégulation. Les eaux douces, alors elles sont compliquées parce que l'eau de mer est la même partout, chaque rivière est différente de l'autre, donc c'est peu minéralisé, mais ce n'est pas l'eau distillée, n'oubliez jamais ça. Hein. Nous, physiologistes, on a fait les manips de mettre des poissons dans l'eau distillée, ils n'aiment pas vraiment, hein, parce qu'ils pompent comme des malades, ils cherchent des ions, il n'y en a pas. Donc ça se finit assez mal comme histoire. Alors, puis on passe par les sols. Et donc, tous les micro-organismes dont on parle depuis quelques jours, bien sûr, sont associés à cette aventure, en fait, des êtres plus développés. Alors, le vivant, c'est quoi? D'abord des bactéries. Une bactérie, c'est quoi? C'est une enveloppe avec de l'eau liquide dedans, ne l'oubliez jamais, de l'eau liquide à l'extérieur,
et ça échange en permanence. Et il y a un fifre là d'ARN ou d'ADN. La première molécule du vivant avant l'ARN, c'est la flotte. Il n'y aurait jamais eu de vie sur la Terre s'il n'y avait pas eu d'eau liquide. Elles sont partout. Cherchez-moi un endroit où il n'y a pas de bactéries. Le seul endroit où il n'y en a pas sont les laves de volcans. Au-delà de 1000 degrés, il n'y a pas de vie, mais quand la lave se refroidit, le vivant se réinstalle. Des protistes, alors je vous ai mis ici des dinoflagellés. Ça, c'est Tara-Océan, dont on va parler par la suite. C'est magique, les dinoflagellés. Alors vous me direz, ouais, mais c'est des trucs d'écolo. Attendez, ils nous font la moitié de l'oxygène de la planète. Ce phytoplancton, ces micro-organismes. Alors, c'est quoi un protiste par rapport à une bactérie? C'est une plus grosse cellule, mais elle a un noyau. L'ADN est condensé effectivement dans un noyau. Et ils nous font l'oxygène. On a parlé ce matin beaucoup des fromages et du lait. Ben, je vous rappelle, et du vin, eh bien, s'il n'y a pas de protistes et pas de levure, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de français en fait. Donc vous voyez que ce n'est pas des histoires d'écolo farfelues. La biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux avec leur environnement. Et ça comprend bien sûr nos micro-organismes chéris. Après des champignons, des plantes, c'est facile à imaginer. Et je vous ai mis un tardigrade ici comme modèle animal. Et puis le chouchou depuis quelque temps, le blob, qui est intéressant parce qu'en fait, on me dit il est tout récent. Attendez, il a 800 millions d'années le blob quand même. Mais simplement, on l'a remarqué. C'est ça qu'avec le monde des écolos, des fois on s'accroche, ils me parlent d'espèces remarquables. Non, espèces remarquées par l'humain. Même question pour les nuisibles qu'on évoquait hier, là. Les nuisibles, les dieux n'ont pas inventé un truc pour emmerder les humains quand ils allaient apparaître quelques temps plus tard. C'est une vue de l'esprit de l'humain sur le fait que ça puisse être utile ou délétère pour l'humanité. Alors ici, c'est tous les ordres de grandeur en fait que vous voyez des... Ah oui, je peux en dire 2 mots si tu veux, le tardigrade, ouais. Alors lui, le tardigrade, il est assez génial. C'est un petit arthropode. Il fait entre 1,5 et 1,5 mm. Il vit dans les lichens. Il y en a en face dans le parc. Là, vous allez voir, il y a du lichen sur les arbres. Il y a des tardigrades dedans. Il est assez génial parce que c'est l'être vivant, disons, déjà diversifié et puis compliqué, capable de se déshydrater au maximum. Il peut perdre 90-95% de son eau. Un humain à 10-15%, il est mal, le type. Quand vous prenez un coureur qui monte un col au Tour de France, les types, ils font, à 1,80 m, les cyclistes, ils font 60 kg en départ de tour. Sur une étape de montagne, ils perdent 14 kg de flotte. Donc, il faut qu'ils boivent, bien sûr, en permanence. Mais c'est le summum. Lui, il perd 90%. Alors, il n'aime pas ça. Il perd sa tête, il perd ses pattes. Puis, il attend 100 ans. Et si l'eau revient, on le remet dans de l'eau. Et bien, il refait des pattes et une tête. Et s'il a une copine tardigrade, ils font des bébés tardigrades. Vous voyez, quand on me dit que l'humain va détruire le vivant, ça ne tient pas debout. Ils seront là bien après nous, ils étaient là bien avant nous aussi. Alors voilà les ordres de grandeur, c'est intéressant. C'est quand même 21 ordres de grandeur entre un mycoplasme, 0,1 picogramme, et la grande baleine bleue qui fait 100-120 tonnes. Tout ça, c'est le vivant, donc dans tous les milieux aquatiques, bien sûr, et continentaux. Et c'est intéressant d'y revenir parce que, ça, bien sûr, vous imaginez comment les micro-organismes qui nous intéressent ici vont se relier en fait à tout ça. Alors voilà, ça c'est notre clé à nous, on adore faire ça, on est payé pour faire ça au muséum. On fait des arbres phylogénétiques. Tout le vivant est là. La première bactérie initiale, elle est ici, là, donc au milieu, 4 milliards d'années, un peu moins. Et là, vous avez les bactéries, les archées, les eucaryotes, et puis on va jusqu'aux vertébrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la périphérie qui nous intéresse ici. Donc c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant ici dans ce schéma, qui est assez fantastique dans son élaboration, c'est qu'on voit les arbres qui apparaissent, qui disparaissent, les fragments du vivant au cours, donc on l'a dit, de presque 4000 millions d'années d'évolution. Alors, je vous fais un cadeau ici, espèce nouvelle pour la France, trouvée en janvier 2021 en Corse, un nudibranche de grande taille. On découvre environ 100 espèces nouvelles par an en France. Beaucoup de micro-organismes, 100 espèces nouvelles, 700 en Europe. C'est rare qu'on trouve un gros comme ça. En fait, il n'avait pas été remarqué. Il était là, il n'est pas apparu dans les mois qui précédaient sa découverte. Je vous ai mis ici le Prolagus. Qui connaît le Prolagus? C'est gros comme ça. C'était gros comme ça. C'était le lapin-rat. Ça ne vivait que en Corse. Les humains arrivent en bateau il y a 8000 ans. À 6000 ans, il a disparu, on a tout bouffé. Les chiens, les humains qui sont arrivés ont mangé les Prolagus. Alors maintenant, on va vous le refaire, professeur. J'attends de voir comment on va nous refaire un Prolagus. Commençons par ne pas le laisser disparaître. Et le Beiji, le dauphin du Yangtze, alors là, c'est plus affectif pour moi parce qu'en 2007, on avait fait une expédition en Chine. On émettait des ondes sonores, il répondait. Et puis 2007, plus personne ne répond aux ondes sonores du Beiji. Il est parti. Et là, je veux dire clairement, au niveau éthique et moral, on l'a aussi abordé. Moi, j'ai 4 petites filles. Elles n'ont jamais connu le Beiji. Moi, je l'ai connu. Donc c'est pour vous dire qu'on est sur les prémices de systèmes comme ça. Alors, bien sûr que je prends des espèces qui sont emblématiques, mais ça peut se passer aussi pour un protiste ou pour une bactérie.
Alors voilà les écosystèmes. On en parle tout le temps. Choisissez votre préféré ici, ça c'est intéressant. Les écosystèmes. De l'eau, pas d'eau, chaud, froid. Mais n'oubliez jamais celui-là, c'est celui qui nous préoccupe depuis quelques jours ici, à Rouen. Là, il y a un bout d'utérus d'une maman et un intestin d'un bébé à la naissance quasi axénique. Il n'y a pas beaucoup de bactéries dedans, il peut y en avoir quelques-unes. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais y revenir, la clé du bébé humain, ça va être non pas la contamination, mais l'ensemencement de ce bébé qui va naître au moment de la rupture de la poche des os par les bactéries de l'utérus maternel. Et si on rate ça, on a de gros problèmes. On l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de ces 2 journées ici. Et ça, on l'a complètement oublié. Et ça me relance une question qui me lancine depuis longtemps. Comment le vivant a-t-il été capable d'élaborer une espèce aussi mal finie à la naissance qu'un bébé humain? La maman porte 9 mois. Alors mes copines me disent, attends Gilles, on a porté 9 mois, on n'a pas envie de porter 3 mois de plus. Ce que font les mamans chimpanzés. 98% de gènes codants le même. Elle porte 1 an, la maman chimpanzé, et elle met au monde un bébé beaucoup mieux terminé que le nôtre. Ce qui veut dire que nous, tout l'environnement au moment de la naissance de ce bébé, il est essentiel dans son développement. Et c'est les drames que l'on vit aujourd'hui, on l'évoquait avec des amis ici tout à l'heure, des masques pendant la Covid, et puis aussi des écrans qui sont en train de nous tuer le développement post-naissance de nos bébés avec des choses qui sont absolument monstrueuses. Alors l'eau, 2 mots sur l'eau. Atacama, le désert le plus sec du monde, il n'a pas plus de plaque conquête espagnole. Là, je vous ai mis un schéma au-dessus. Tout ce qui n'est pas noir, c'est de l'eau liquide. Depuis les vers de terre jusqu'aux humains, tous ces êtres vivants sont faits d'eau. Une méduse, 98% d'eau. Une graine de date la plus sèche, 5%. Et voilà ce qui se passe le jour où il pleut, tous les 12 ans à Atacama, pour vous relancer sur le fait que l'eau, c'est vraiment la vie. Quelques jours, c'est là, dans le désert. Ça n'a pas le temps d'arriver d'ailleurs. Et puis l'humain peut s'habituer à Géodieu ici en arrosant le désert. Et là, il crée du vivant à partir d'une île au Soudan. Ben voilà la contrepartie sociale. C'est ce qu'on a oublié au moment des Gilets jaunes. Ces jeunes filles-là, je suis allé 20 fois en Afrique, je me suis arrêté 20 fois à mesurer le volume d'eau qu'elles portaient sur la tête dans ces bidons de plastique chinois, entre 17 et 20 litres. Et quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Personne ne les rémunère pour faire ça. En Afrique, les femmes sont interdites d'avoir de la propriété foncière. Les lois leur interdisent, c'est que des garçons. Et pour terminer, elles font des mauvaises rencontres en route parce que les gamins à 14 ans ont des kalachnikovs. Voilà. Si ce n'est pas une grande question d'écologie, ça, dites-moi ce que c'est. Et il y a une très bonne relation entre l'éducation des filles et le fait qu'elles fassent beaucoup de bébés ou pas beaucoup de bébés. Et là, on a calculé les heures sup, ça intéresse beaucoup mes amis chefs d'entreprise. 40 milliards d'heures sup de boulot uniquement collecting water, chercher de l'eau avec le changement climatique. L'eau est plus rare et plus lointaine. Ben voilà un exemple typique, monstrueusement important sur les questions aussi qu'on aborde sur les migrations. Voilà, pour revenir à nos micro-organismes, ça va être tout à l'heure notre ami aussi, ça c'est Tara, c'est une goutte d'eau de mer au large de l'Orient, des milliards de virus, des millions de bactéries, des centaines de milliers de protistes, c'est 98% de la biomasse de l'océan, on l'a complètement oublié. Il ramène 600 000 séquences pas connues. Un sol, ça c'est pour notre ami Marc-André, vous allez en reparler encore tout à l'heure. Un sol vivant, c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, des tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des colamboles, des acariens. On a tué la moitié des sols en France. Donc là aussi, il y a un énorme débat. Et moi, j'ai deux combats, mettre toutes les petites filles à l'école et ramener de la vie dans les sols. Voilà, on a fait des cartographies ici de l'ADN microbiologique bactérien des sols en France. Voilà, je reviens à mon bébé avec l'utérus de la maman, et vous voyez que lorsqu'on fait du séquençage, en bleu, c'est du séquençage de microalgues de l'océan, en rouge, c'est l'intestin de mon bébé. On a un tiers d'ADN commun codant avec les microalgues du phytoplancton. On vient du même monde. On est fait d'eau, on est fait de cellules, on est fait de membranes, on est fait du même ADN. Donc admettons-le, 2 tiers avec une banane. Alors quand vous la mangerez la prochaine fois, vous vous direz avant de la mordre, j'y vais, j'appartiens au même monde, je peux m'en nourrir. Si chacun ici réalisait qu'il est partie, fraction de ce monde vivant, ça changerait beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qu'on fait maintenant durant les césariennes, c'est qu'on refait un frottis vaginal à la maman et qu'on remet des bactéries dans la bouche et dans l'anus du bébé et on lance sa capacité, ces fameux 1000 premiers jours dont parle Boris Cyrulnik souvent, pour en faire un humain avec toutes ces capacités intellectuelles que nous avons. Alors ça a été travaillé par des médecins, donc la comaturation au moment de la naissance, la résilience, la stabilité, et la cosénescence aussi, puisqu'on s'est rendu compte que les bactéries d'un centenaire ne sont pas les mêmes que des gens effectivement qui n'ont pas atteint 100 ans. Voilà, c'est ça la biodiversité. Voilà.
Alors qu'on arrête de montrer des collections de papillons ou de poissons. C'est ça la biodiversité. Si j'enlève le nickel des couverts là, et le verre des bouteilles, ce n'est que du vivant. On ne mange que cela et on l'a vu, on ne coopère qu'avec cela. Admettons-le une fois pour toutes. Alors on s'est mis à élever des bestioles comme les vaches, c'est pas mal, il y en a beaucoup trop. Et puis 2 jolis livres que j'aime beaucoup, Marc-André sur les arbres, Éric Battès sur les bébés. Et puis les poulets d'élevage aujourd'hui pèsent 30 milliards d'individus, pèsent aussi lourd que tous les individus des 10 000 espèces d'oiseaux sauvages de la Terre. Notre ennemi, c'est pas que l'avion ou la voiture ou le poulet ou le cochon, c'est la démesure, c'est l'hubris en fait de l'humain. Voilà votre lit ce matin, pour finir de vous achever là. Et que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche mon truc. Un lit bien humide à 37, c'est ça. Or, j'aurais pu mettre des bactéries, c'est moins spectaculaire. Alors ça, oui, tout le monde est comme ça. On a plein les trous de nez, plein les cheveux. Vous avez plus de relations amoureuses avec votre copine ou votre copain. Admettons-le, ça change tout. Pour conclure, on se pose la question de savoir si effectivement la biodiversité est en danger parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, les climats changent trop vite. Alors je termine sur 2 aspects. Le long terme, avec 3 choses qui m'intéressent beaucoup. Les sciences participatives. Maintenant, dans le cadre du programme One Health, les médecins sont des indicateurs participatifs. Et les vétérinaires, les chasseurs, les pêcheurs, les paysans, le boulanger, vous, hein, on va appeler, tiens, le muséum, c'est 2500 personnes. C'est 500 chercheurs, c'est 20 000 participatifs qui tous les jours nous appellent. J'ai vu ma première hirondelle tel jour à telle heure, j'ai mangé ma première prune de mon jardin, j'ai mangé ma première pomme. Ceci bien archivé, c'est génial. On lit les changements de façon spectaculaire. Et c'est très robuste au niveau scientifique, bien sûr. Deuxième aspect, c'est la bio-inspiration. Chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Vinci disait en 1516, il disait « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Et notre monde micro-organismique est génial pour nous amener à des leçons. Tara montre au début, quand ils reviennent de la campagne 2009-2013, que sur tous ces micro-organismes qu'on a vus tout à l'heure, il y a infiniment plus de symbiose, de mutualisme, de commensalisme et d'entraide que de compétition. Et ça, il faut le dire, la compétition va détruire l'humanité. Il faut absolument, si on veut s'en sortir à 8 milliards d'humains, être capable de beaucoup mieux travailler en coopération. Le plancton nous le montre depuis l'origine de la vie. Voilà, alors ça c'est One Health, c'est 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Alors si j'enlève celles qui sont liées à l'exposition au soleil et puis effectivement à l'âge, elles sont liées à ce qui se passe, hein, la pollution atmosphérique, les toxiques élaborés partout, les infections bactériennes et virales nouvelles qui arrivent, le risque immunitaire, hein, des maladies auto-immunes qu'on ne connaissait absolument pas, très banal maintenant, le risque métabolique, hein, l'humain à 33 degrés en chaleur humide, il ne survit pas. En chaleur sèche, il peut tenir, mais pas au-dessus. Donc, ce n'est pas des histoires encore d'écolo farfelus. C'est vraiment fondamental sur le futur. Je vous ai mis un moustique tigre qui est partout maintenant. Et en haut, une carte thermique de Paris en août 2003. 15 000 morts à Paris, je vous rappelle, en août 2003. Hein. Eh bien, entre le jardin des plantes avec mes arbres, et je voulais embêter mes copains de l'école normale supérieure, donc le même thermomètre rue d'Ulm, j'avais 8 degrés d'écart. Ça passe ou ça casse. Ramener du vivant en ville. One Health, c'est ça. Voilà, One Health, c'est l'étude en fait des pathologies des élevages, des animaux sauvages, des plantes. Le mildiou de la vigne nous intéresse beaucoup. Les tuberculoses bovines en ce moment qui posent des gros problèmes en Limousin. Les grippes aviaires en ce moment sur les canards au Pays Basque. Hein. Tout ça mis dans la moulinette, réfléchi, travaillé ensemble avec toutes ces corporations qui ne se connaissent pas. Et avec aussi, on en a un tout petit peu parlé ce matin, l'antibiorésistance, qui est un monstrueux problème. En ce moment, on fait un criblage en Nouvelle-Aquitaine. Hein. On est parti de Bayonne jusqu'à la Vendée. Toute la faune et la flore du littoral. On prend des algues, des coquillages, des crevettes, des poissons, et on cherche là-dedans des gènes qui codent des protéines d'antibiorésistance. Il y en a partout. Donc là, on est à l'orée de choses qui vont effectivement... C'est par mésusage et surusage. Je ne critique pas les antibiotiques, ça sauver des millions de vies. Hein. Mais mal utilisé, c'est ce qui se passe. C'est ce que disait Edgar Morin quand je vous disais hier soir. Le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait. Et je conclue pour être dans mon temps, voilà. Qu'est-ce que le vivant a réussi à faire et qui lui a permis de vivre 4 milliards d'années par rapport à nous? Il innove tout le temps, depuis la nuit des temps, et il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Vous connaissez un polytechnicien capable de faire ça, vous? 9 techniques de vol, des sondes de vol uniques. Avec ces sondes de vol, le vol Rio-Paris ne serait pas tombé.
Elle voit 300 images à la seconde. Elle voit à 360 degrés et en accélération, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai un collègue qui pilote de Rafale. Il me dit le Rafale est très compliqué à piloter parce que quand il vire sur lui-même, le pilote, avec des abdos d'enfer, il est entré, prend 8-9 G, accélération de la Terre. C'est la syncope à 10 chez l'humain. Ma libellule, elle en prend 30 tous les jours depuis 350 millions d'années. Alors, au lieu de mettre des parkings sur les mares et puis du glyphosate dans les mares, allons voir comment elle fait, bien sûr. Le vivant ne fait jamais, fait des poisons horribles. Les venins de cône sont monstrueux. Mais elle sait les dégrader. Elle ne s'auto-empoisonne jamais. Elle a toujours un acheteur gratuit pour ses déchets. Le vivant ne met rien à la décharge. Le vivant travaille dans les conditions ambiantes, pas de haute pression, pas de température élevée. Et le vivant travaille avec des éléments abondants. Et c'est ma conclusion. Arrêtez cette économie stupide et suicidaire qui consiste aujourd'hui à faire du profit ou à l'accepter en détruisant ou surexploitant la nature. Voilà, le vivant s'en va parce qu'il est affecté par le climat qui change, mais n'oubliez pas une chose, le vivant qui s'en va affecte aussi le climat en retour, et que ce fait de prendre beaucoup plus de coopération que de compétition est super important. Et voilà pourquoi le retour des sciences, comme je vous les indique ici, est vital dans les collèges, les lycées et aussi dans les grandes écoles. Merci. Merci beaucoup Gilles pour cet exposé foisonnant comme le vivant. Est-ce que vous avez des questions, des précisions, des remarques à faire à Gilles? Ah bah tu les as scotchés, dis donc ça. Bon, bah écoutez, on va enchaîner, sauf si